La donnée, la data, c'est le pétrole du 21e siècle. La data qui sera essentielle pour nourrir la créativité et l'efficacité de la communication des annonceurs, avec évidemment un enjeu fort autour de la protection de la vie privée pour des utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants, évidemment, dans ce domaine. Et pour parler de ce sujet, je vais demander à Jérôme Bouteiller, le maître de cérémonie de cette deuxième table ronde, de nous rejoindre. Rebonjour à tous. Et je vais aussi également inviter Marjolaine Grondin à nous rejoindre, Bruce Wang, Alexandre de Stadler et Geoffroy Delcroix. Alors, vous avez tous un micro. On a parlé rapidement donc data avec Radium One, mais on va revenir dans un instant donc sur vos cas particuliers. Peut-être Marjolaine, vous pouvez nous présenter. Donc vous avez cofondé HelloJam. HelloJam, c'est quoi? C'est le fils illégitime de Google et Facebook. C'est un outil de recherche par messagerie. Expliquez-nous. C'est un compliment, je pense. Merci. Jam, en fait, c'est un service qui a pour ambition d'aider les étudiants dans leur quotidien à trouver tout ce dont ils ont besoin, envie, gratuitement, grâce à une conversation. Donc, c'est une conversation qui a commencé par SMS, qu'on fait aussi aujourd'hui par Facebook Messenger, très bientôt Twitter, WhatsApp, toujours dans l'idée d'aller là où ils sont déjà, de ne pas avoir une interface à leur faire apprendre, mais plutôt de respecter leurs usages, d'être un peu un ami à leur côté, qui va les aider à trouver un appart, un stage, un petit job, un endroit où amener leur date Tinder, une idée de cadeau à offrir à leur maman, etc. Et on peut donner quelques chiffres. Combien de personnes en fait, aujourd'hui utilisent Jam? On a lancé en avril. On a testé sur 3000 étudiants jusqu'à la fin de l'été. Et donc, on a lancé officiellement en septembre. Aujourd'hui, on aide plus de 20 000 étudiants. On a un taux de croissance de 1 à 2% par jour. Et on échange en moyenne 5000 messages par jour. 5000 messages par jour, c'est j'imagine, en forte croissance. Ouais. D'accord, et on reviendra dans un instant sur l'utilisation que vous faites des données pour améliorer le service. À votre droite, donc, nous avons Bruce Wang, vous êtes directeur de la communication digitale et data chez Orange. Mais alors, Orange, évidemment, on vous connaît en tant qu'opérateur, mais là, on est plutôt là pour parler de l'activité publicitaire. Oui, alors publicitaire et même, je veux dire, expérience client, hein, parce que pour nous, la data, elle est au service de l'expérience client. Donc, on rappelle d'ailleurs combien vous avez de clients aujourd'hui voilà, au sein du groupe. J'étais sûr que vous allez me poser cette question. Je me suis dit, en fait, je ne le connais pas précisément. C'est pas de l'ordre de 200 millions d'utilisateurs? Alors, dans le monde, oui. Dans le monde, oui. Dans le monde, pas en France. Soyons globaux. Voilà, c'est à peu près ça, effectivement, dans le monde. Mais en tout cas, la data est un enjeu majeur pour une grande entreprise comme Orange, parce que la publicité, c'est un monde qui ne rencontre pas forcément le monde digital, en tout cas dans les grandes entreprises. Donc on a un vrai souci d'avoir une gouvernance et un schéma directeur de la data qui répond à l'expérience client. Donc finalement, moi ce que je fais aujourd'hui à la direction de la communication, mais ce que j'ai fait 2 ans avant en direction transverse chez Orange France, c'est de casser les silos et de faire en sorte que la data soit au service du client. Et vous allez nous expliquer dans un instant concrètement comment vous avez fait. À votre droite, Alexandre de Stadler, je prononce bien? Comme vous voulez, c'est bon. Qui travaille chez Taptic. Alors, c'est quoi votre... comment on pourrait vous présenter une agence qui fait des smart apps pour les smartphones? Donc, Taptic est une agence européenne présente dans 5 pays. Principalement, c'est la conception, le développement et le suivi des applications mobiles. Et on propose une approche 360 aux clients qui est, on accompagne depuis le début et la genèse des idées jusqu'au suivi des applications, des performances, du monitoring, du reporting et notamment de la data. Et vous nous exposerez dans un instant aussi des retours d'expérience de clients que vous avez accompagnés dans le déploiement de leurs applications. Et à votre droite, Geoffrey Delcroix. Alors, vous êtes chargé d'études, innovation et prospective à la CNIL. Alors, rassurez-nous tout de suite, hein, vous n'êtes pas là pour adresser les bons et les mauvais points. Ouais. C'est un peu la CNIL 2.0, hein, votre équipe. Oui, c'est peut-être un peu 2.0, c'est un peu comme pour reprendre la phrase. Oui, parce que c'est un peu pour les grands-parents. 2.0, c'est comme le mail. On a tous fait un coup de vieux hein, sur la première table ronde, on est traumatisés. Non, effectivement, chercher l'intrus à la table ronde, non. Moi, effectivement, je pense que la logique de notre présence ici, c'est bien de dire que
La CNIL, évidemment, est une autorité de régulation que vous connaissez. Elle est aussi là pour accompagner les acteurs. Elle a une mission de conseil qui est inscrite dans la loi et qui est inscrite dans ses missions. Et on essaye aussi d'avoir une approche de plus en plus, d'essayer d'anticiper un peu des sujets. Et donc l'équipe à laquelle j'appartiens, en 2 mots, donc une équipe d'innovation, c'est-à-dire qu'on essaye d'être un point de contact pour les écosystèmes d'innovation, les startups, les entreprises qui innovent, les chercheurs. On essaie aussi d'innover en interne dans les outils, les méthodes et les instruments. On a une logique de laboratoire, par exemple, d'expérimentation, de développement d'outils. On est une équipe d'études, c'est-à-dire qu'on essaie d'aborder des sujets pas seulement par l'angle juridique, même si évidemment à un moment ou à un autre, les juristes chez nous essayent d'appliquer des éléments de ce qu'on fait en termes de, comment on appelle ça, de doctrine, mais on va avoir une approche sur les usages, les technologies, les modèles économiques. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec un regard très ouvert. Et en faisant des publications, on vient de publier un document que je vous invite à consulter si vous avez un petit peu de temps sur la place des données dans la consommation de contenu culturel, la musique, la vidéo, les jeux vidéo et la lecture dans le monde numérique, qui nous permet de parler de personnalisation. Et puis en équipe de prospective, c'est-à-dire qu'on essaye d'être sur des sujets émergents. Alors c'est pas forcément à 30 ans, parce que dans le numérique c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas d'être sur des sujets qui apparaissent et qui sont un peu nouveaux. Voilà. Et effectivement, en essayant d'être dans une posture positive et constructive, ça ne veut pas dire que c'est le pays des bisounours et qu'il n'y a pas effectivement des moments où on doit dire qu'il y a des limites à ne pas franchir, mais aussi on peut vraiment aussi avoir une approche qui n'est pas uniquement basée sur une analyse en termes de risques et de menaces, mais aussi comprendre ce que la donnée peut apporter en positif pour les utilisateurs. Très bien, alors on va justement revenir plus dans le détail sur ce que peuvent apporter les data à un service. Alors Marjolaine, donc vous nous dites, votre service repose principalement sur une application d'échange avec des humains, mais de l'autre côté, c'est de l'intelligence artificielle, c'est ça? Alors comment vous faites pour exploiter les données du mobile et enrichir l'expérience utilisateur? En fait, on parle d'applications, mais on parle surtout d'applications invisibles. Donc c'est toute cette vague d'applications qui n'ont pas d'interface et qui utilisent d'autres applications pour venir se plugger dessus et fournir un service. Donc nous, quand on a créé Jam, donc en début d'année, on s'est posé la question de créer une application mobile ou pas. C'était de toute façon, vous n'avez pas d'appli, vous n'existez pas, donc il faut faire une application. Et on s'est dit ok, sauf que nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre un service à des étudiants. Ce qui est important, c'est le service et c'est pas l'interface en elle-même. Alors, dans l'équipe, on a la fibre design, etc. Donc, on avait envie de créer une appli. Et finalement, on a essayé de se restreindre et de se dire comment est-ce que je peux rendre le service au mieux à l'étudiant. Vous êtes en train de nous dire que même l'app first, c'est déjà du passé. Il faut être API first, exactement. C'est ça? Voilà. L'appli, c'est déjà du passé. Aujourd'hui, un étudiant, un jeune, et je pense un utilisateur, dans tous les cas, on n'a plus l'intérêt qu'il y avait il y a quelques années pour une application. Avant, tout le monde avait son application. Dès qu'on faisait le moindre service, même s'il n'y avait pas d'intérêt. Le avant, c'était à 10h du matin. Ça va vraiment très très vite sur Internet. C'était pour se dire j'existe, il faut être présent sur les stores. Sauf qu'aujourd'hui, on a un peu un surplus d'applications. On n'a plus envie. On n'est plus aussi excité, enthousiaste quand on voit une nouvelle application. C'est plus... est-ce que j'ai encore la place sur mon téléphone? Il me faut de la data, il faut que je la télécharge, que j'apprenne à l'utiliser, que je me crée un compte. J'ai pas forcément envie. Et nous, notre but, c'était pas de créer une appli, ça c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc on s'est un peu posé la question du moyen et on s'est dit, ok, c'est vrai que faire une application, ça permet de faire des raccourcis, ça permet d'inférer la géolocalisation tout de suite, de prendre, si on fait un Facebook Connect, LinkedIn Connect, etc., on a des informations sur l'âge, le profil, les affinités, etc. Avec le carnet d'adresses, on peut aussi proposer de la recommandation à des amis. Il y a énormément de choses que propose une application, que donne la liberté d'avoir une interface. Sauf que quand le créateur il a une liberté de création d'interface, donc je vais créer des boutons, je vais lui proposer de me demander un stage, je vais lui écrire explicitement avec un clavier que j'ai créé moi-même qui peut me demander un appartement, etc. Toutes ces libertés que moi je prends en tant que créateur, c'est autant de choses à apprendre pour l'utilisateur. Et donc on s'est dit, ok, tout ça, c'est intéressant, mais on va essayer de s'en passer et de voir comment on peut faire sans. Et finalement, Jam, c'est pas une application, c'est l'ami de l'étudiant. Et un ami, on ne le contacte pas avec une nouvelle application, on le contacte par les moyens de messagerie classique, donc le SMS, donc Facebook. Facebook Messenger, la partie messagerie Facebook. Et demain, ça peut être WhatsApp, ça peut Twitter, être WeChat, WhatsApp, ça peut être Snap. etc. Toujours dans l'idée d'être un nouveau contact dans sa liste d'amis avec qui il va discuter. Et donc finalement, même si au début, on se passe d'informations clés avec lesquelles on pourrait aller plus vite grâce à une application, Jam, c'est l'ami de confiance. Et tout ce qu'il sait de nous, c'est parce qu'on lui a dit. Et donc, apparemment, vous avez testé le service hier, vous me disiez...
quand on commence à discuter avec Jam, il va nous demander super, je suis Jam, ravi de pouvoir t'aider. Comment t'appelles-tu? Ah, bah, je m'appelle Sarah. Quelle université j'appartiens? Quelle promotion? Donc, c'est des questions indirectes pour évidemment connaître mon âge. Voilà. Et donc, nous, tout ça, on va l'inférer. On a l'intelligence artificielle qui va arriver à détecter si on nous a donné un prénom. OK, je l'ajoute dans ma métadonnée prénom sur le profil de l'étudiant. Je vais lui demander son école, etc. Et derrière, on va pouvoir faire des raccourcis. Dire, s'il me dit qu'il est à la Sorbonne, j'imagine qu'il est à Paris. Et ses prochaines questions, s'il ne me précise pas une nouvelle localisation, donc, a priori, la localisation, c'est l'endroit de sa fac. La promotion, on peut en déduire plus ou moins son âge. Voilà. Le prénom, a priori, ça permet d'avoir le Sur Facebook, sexe. on l'a directement. Il y a des gens qui appellent leur fille Max. Ça doit être un peu compliqué vos calculs, non? Pourquoi pas. Et du coup, l'idée, en fait, c'est d'être complètement transparent, sans interface avec l'étudiant. Mais derrière, on collecte quand même, grâce aux applications mobiles, on collecte des données. Par exemple, là, on parlait tout à l'heure de Foursquare. Si un étudiant nous dit quel est l'happy hour le moins cher près de chez moi ou près de ma fac, nous, on va aller chercher par API dans des D'accord, donc des c'est pas données. que les données déclaratives, c'est aussi des données que vous récupérez d'applications que vous déclaratives de la part de l'étudiant, mais nous derrière on va aller chercher, en fait quand quelqu'un va nous demander par exemple, là je prends l'happy hour, il va aller chercher sur Yelp, Foursquare, Google Places, YouShould qui est aussi une start-up qui propose des bars dans quelques villes de France, il va aller chercher ça et c'est des données qui ont été crunchées, nourries par des utilisateurs d'applications mobiles. Donc si beaucoup d'utilisateurs disent sur Foursquare, effectivement ce lieu il est ouvert, il est pas cher, il est sympa, là il y a du monde, là il n'y a pas de monde, etc. Nous, on va se nourrir de cette intelligence qui est crunchée grâce à des applications, mais on va la proposer à l'étudiant sans interface. Donc on utilise le mobile, mais finalement on le délivre sans le dérangement d'une interface. Vous exploitez d'autres données issues du mobile? On pourrait penser par exemple au carnet d'adresse qui a aussi beaucoup d'informations. Non, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que après un échange avec l'étudiant qui s'est bien passé, on lui dit ravi que tu sois content de moi, si tu veux m'aider à grandir vite et aider tes potes, n'hésite pas à partager à tes amis avec un lien de partage. Et 2 tiers sont cliqués et la moitié sont partagés. Donc, ce qui a fait un referral naturel assez important. Mais on n'a pas son carnet d'adresse parce que c'est du SMS. Donc c'est vraiment, moi quand j'explique Jam, c'est ton ami au café du coin avec qui tu discutes, tu lui parles de tes projets, tes problèmes, tes ambitions, tes envies, tes recherches. Et ton ami, il vient pas avec une liste de features, il vient pas avec un point pour te géolocaliser, et non plus, il te demande pas ton carnet d'adresse avant de discuter. Et ce type de communication avec l'utilisateur final, c'est vraiment efficace ou vous sentez, c'est ce qui plaît et c'est ce qui fait que même aujourd'hui, on voit que 70% de nos utilisateurs récurrents sont sur du SMS et même pas du Facebook Messenger. Parce qu'il y a déjà une interface encore plus importante que sur le SMS à laquelle on est vraiment habitué. Un SMS, tout le monde l'ouvre, non seulement parce que c'est énervant d'avoir un petit 1 non cliqué, donc on va quand même l'ouvrir. Et on a vraiment l'impression de discuter avec un ami, quoi. Très bien. Et on reviendra dans un instant sur la partie monétisation du service. Bruce, chez Orange, donc vous nous disiez que vous avez des centaines de millions de clients. Comment est-ce qu'on améliore l'expérience utilisateur avec la data chez vous? Alors, effectivement, notre premier métier, c'est d'apporter du réseau et de la connectivité. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que l'important aussi pour un utilisateur, c'est d'être prévenu et de faire du proactif, voire même du préventif, au lieu de faire du réactif. Alors un sujet qu'on a traité, c'est de prévenir les personnes sur leur mobile, et effectivement pas à travers une appli, à travers un SMS, on prend le canal SMS, de prévenir les personnes d'orage et de probabilité de foudroiement de leur Livebox. Ça, c'est important dans les périodes d'orage parce que ça peut créer énormément d'engorgement en boutique. Et puis pour l'utilisateur, c'est quand même c'est un pain point très important qu'on essaie d'éviter. Donc on a mis en place un algorithme. On a d'abord croisé des données de notre réseau avec des données de météo-orage. Et puis on a mis un algorithme dessus pour essayer de probabiliser sur les pâtés de maison, sur les géolocalisations, le fait qu'une Livebox soit foudroyée. Donc en proactif, on a envoyé des SMS. On a commencé par le faire sur une zone, et puis après on l'a déployé sur l'ensemble de la France. Et la plupart beaucoup de SMS ont eu des réponses et les clients ont débranché leur Livebox. Dans le cas où les clients ne débranchaient pas leur Livebox,
On probabilisait aussi le foudroiement de la Livebox, grâce aussi au croisement de nos données réseau et de météorage et de l'impact de la foudre. Et on envoyait un SMS en disant on pense que votre Livebox a été foudroyée, allez chercher votre Livebox dans votre point de contact, votre boutique la plus proche. Donc voilà, donc ça effectivement c'est comment faire du proactif et du prédictif grâce au croisement de données météorage et de notre réseau sur du mobile pour les Livebox. Un autre exemple qu'on a fait, toujours pareil en restant sur du SMS, moi je suis assez d'accord avec le fait qu'il ne faut pas multiplier les applications, rester sur des canaux déjà bien identifiés. C'est pour les gens qui acceptent de faire partie d'un programme de marketing direct, donc de recevoir des offres géolocalisées, puisqu'avant on envoyait des offres qui n'étaient pas géolocalisées par SMS, et bien d'utiliser nos informations de réseau pour que lorsqu'ils arrivent proches d'une boutique Orange, eh bien, on leur envoie un SMS en disant voilà, vous pouvez profiter d'une offre si vous allez dans cette boutique et vous avez tant de pourcents de réduction. Ils ont utilisé la donnée de géolocalisation et de l'intérêt déclaré par la personne pour envoyer tout simplement un SMS. L'un des grands enjeux pour les opérateurs, c'est aussi de réduire le churn et le départ des clients. Vous utilisez aussi les données, je sais pas, d'usage de la ligne ou des comportements que vous arrivez à identifier pour réduire ce churn? Oui, c'est un chantier en cours. C'est un chantier très important puisque notre objectif, c'est effectivement de baisser l'insatisfaction de nos clients. En fait, il y a une forte corrélation entre l'insatisfaction. Alors, c'est vrai que c'est important de démoyenner parce que sur une moyenne de connectivité, on est très très bon quand on voit le signal des antennes. En revanche, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours à peu près entre 20 et 30% de nos clients qui sont insatisfaits à un moment donné de la journée. Par exemple, vous passez porte de Versailles entre 8h30 et 9h, puisque tout le monde se connecte porte de Versailles, eh ben, vous avez un problème de connectivité. Alors que dans la moyenne, porte de Versailles, on a une très bonne connectivité. Donc l'objectif pour nous, c'est de démoyenner ça et de faire tourner des algorithmes qui nous permettent d'identifier les 20 à 30% de clients qui sont toujours insatisfaits, toujours au même moment, pour avoir une action envers eux, une action la plus silencieuse possible, effectivement, de manière à ce que ça soit pratiquement une connectivité sans couture. Et concrètement, vous faites comment ? Concrètement, c'est le fait d'embarquer dans les smartphones des agents, avec l'accord bien évidemment du client, des agents qui vont donner un retour de la connectivité vue du client et non pas vue des antennes. Parce que quand on envoie le signal sur les antennes, nos antennes, elles disent pas de problème. La connectivité est bonne. Par contre, vue du client, non, je ne reçois pas parce qu'il y a à peu près 100 ou 150 clients qui essayent de se connecter à cette même antenne. Donc comment avoir le signal retour vue du client? Et ça, ce sont des applis que le client ne télécharge pas, mais que nous embarquons en silencieux. Si on prend la partie publicitaire aussi d'Orange, que vous accompagnez aussi beaucoup de marques sur ce petit écran, est-ce que vous remontez aussi des informations du smartphone pour rendre les campagnes peut-être plus efficaces? Vous regardez peut-être les applications qui sont sur le smartphone? Il y a une réflexion autour de ça? Alors, non, pour une raison très simple. C'est qu'en tant qu'opérateur, nous sommes soumis à un cadre juridique particulier. Nous avons des données de... Geoffrey qui est déjà en train de sourire. Voilà, nous avons des données de trafic. Nous gérons des données de trafic. Donc, les données de trafic, si vous reportez à la législation, c'est des données qui peuvent être considérées comme des données de correspondance. Et donc là, on est sur un terrain très ambigu. En tout cas, nous, on demandera, quoi qu'il arrive, le consentement explicite du client pour croiser des informations de gisement CRM BI avec des données de navigation de type cookie anonyme. Donc on peut utiliser le cookie. Alors dans l'environnement mobile, ce n'est pas tout à fait le cookie, c'est d'autres ID. Mais sur les données de trafic, de log de nos clients, là, on est vraiment soumis à une réglementation très stricte. Donc pour le moment, on ne fait rien là-dessus. D'accord. Alexandre, donc chez Taptic, vous accompagnez plusieurs marques. Vous avez dit un secteur du luxe, du retail, du tourisme, je crois. Du transport. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans l'exploitation de la data pour rendre leurs interfaces utilisateurs, notamment les applications, plus performantes? C'est quoi les grands sujets pour vous? Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on va faire avec les données. Parce qu'il y a
on parlait tout à l'heure, énormément de données qui sont remontées. On ne sait malheureusement pas toutes les traiter, ou en tout cas de manière très fine. L'objectif au début, c'est de savoir finalement, est-ce qu'on veut améliorer l'expérience utilisateur? Est-ce que finalement c'est le taux de conversion à la fin qui prime? Tout ça permet de définir des KPI qui sont analysés par la suite. Et puis, quand on parle de data, d'analytics, d'engagement, je vais prendre deux extrêmes pour vous montrer un petit peu, comme parfois c'est à la fois très simple et à la fois très complexe. Il y a le côté analytics des données relativement simples qui est l'A/B testing, les heatmaps, donc savoir où les personnes touchent votre écran, et vous seriez parfois étonné de savoir où les personnes appuient sur votre écran, même si les boutons sont en plein milieu bleu et rouge, ils vont quand même aller appuyer ailleurs parce qu'ils ont une autre habitude. Il y a des outils qui permettent de faire remonter ça et donc de pouvoir adapter très facilement. Je vais prendre un exemple très concret qui n'est pas un client Taptic, donc en toute transparence, qui est Lonely Planet, qui a une offre sur application de City Guide. Et donc, la première fois qu'ils ont lancé leur offre, ils ont mis une offre pour une ville et puis une offre pour 5 villes. Les prix étaient presque x5. Et puis ils se sont dit finalement, on n'est pas sûr d'avoir la réponse idéale au début parce qu'on doit itérer et on doit vérifier. En analysant les taux de conversion et l'INAP qu'il y avait, ils se sont dit on va lancer une autre version en rajoutant entre les deux un prix pour 2 villes. Et c'était un prix relativement intermédiaire. Et de nouveau, en analysant par après, ils ont fait plus 30% de conversion et d'in-app purchase. Tout ça pour dire qu'avec des outils relativement simples et un analytics pas très poussé, il y a moyen de prendre des décisions qui, derrière, ont des impacts assez importants. Je vais prendre un autre exemple qui est vraiment à l'opposé, et je vais prendre l'exemple du secteur de l'assurance. On voit maintenant qu'il y a des sociétés qui arrivent et qui proposent l'offre de produits et de services uniquement basée sur la data. Donc l'offre personnalisée, elle n'est pas la même si on a tous les 4 la même application, on n'aura pas la même expérience. Parce que c'est basé sur comment on conduit, où on va, combien de fois on l'utilise, qui je suis, et que donc le prix à payer en fin de mois ne sera pas le même en fonction de la personne. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui, c'est s'appuyer sur la data pour personnaliser et rendre chaque interface unique pour l'utilisateur final. Vous avez 100 000 utilisateurs, il faudrait presque 100 000 expériences différentes. Chaque personne, et vous voyez dans la salle, je pense que tout le monde a un smartphone et tout le monde est dessus. Et l'expérience qu'on a de Facebook, Twitter, Instagram, elle n'est pas la même que celle du voisin. Et que donc, quand une application me dit « Bonjour Alexandre, c'est la 5e fois que tu viens cette semaine, félicitations, et pour cela, on te donne 10% sur ton prochain achat », si j'ai cette expérience-là avec cette application-là, si je vais chez le concurrent et que je ne l'ai pas, je me suis dit, tiens, c'est une opportunité loupée. Concrètement, par exemple, si on s'appuie sur la géolocalisation, si on s'appuie, je sais pas, sur d'autres données issues du téléphone portable, chaque interface sera unique. Alors, il y a déjà des outils qui existent qui permettent d'orienter. On n'y est pas encore au paradigme de pouvoir personnaliser l'interface en temps réel pour tout. Mais il y a la possibilité de faire remonter des données sur 3 piliers. Qui est la personne, qui est son profil, son âge, si bien évidemment il donne les informations, son comportement au sein de l'application et en dehors de l'application. Donc pour un annonceur, on en parlait tout à l'heure de cross-channel, finalement il n'y a pas que l'application. Qu'est-ce qu'il fait dans l'application et ce qu'il fait avec, et puis le contexte, où il se trouve, ce qu'il fait, on pourrait même dire est-ce qu'il est couché, en mouvement, dans un bus, dans un avion. Et un exemple très concret, c'est la vidéo. Il y a des applications qui proposent des vidéos, des épisodes de 50 minutes. Si l'application sait que je suis dans un train et que je suis à plus de X km/h, on va peut-être me proposer un contenu plus court, mais sans que l'utilisateur n'ait... Enfin, voilà, c'est des exemples comme ça qui permettent d'aborder le sujet. Geoffrey, c'est quoi aujourd'hui les principaux usages de la data pour améliorer les expériences utilisateurs? On parlait de géolocalisation, j'imagine que c'est un sujet que vous suivez de près. Il y a aussi certaines applications qui vont récupérer les coordonnées de nos amis, les questions d'identification. C'est quoi les grands sujets sur lesquels vous travaillez? En fait, déjà, on a essayé de comprendre un peu mieux ce qui se passait, d'avoir un panorama un peu complet, et on a lancé un projet qui était un projet de recherche. Alors, modestement avec nos moyens, mais c'était un peu un projet de R&D à notre niveau, qui s'est appelé Mobilityx, et qu'on a fait avec des chercheurs d'INRIA, qui nous a permis en fait d'installer des outils sur des smartphones de laboratoire et de les faire utiliser par des agents de la CNIL qui étaient volontaires. J'espère qu'aucun smartphone a été maltraité. Les smartphones ont été un tout petit peu maltraités, mais pas trop quand même, ça va. Non, mais parce que ce qui était intéressant, c'est que nous, on avait beaucoup de mal
à finalement voir ce qui se passait dans la durée. Parce qu'on a pas mal d'études qui avaient été faites pour dire les applications, elles accèdent à tel type de données, mais pas en usage in vivo. C'était un peu in vitro, on mettait un téléphone sous un système d'analyse, et puis voilà. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'était avoir un peu des données un peu concrètes, et on a été assez étonné des résultats dans la mesure où en fait ça montrait en particulier deux choses. D'abord, du côté de tout ce qui était stratégie de tracking et d'identification, c'était un peu le Far West, dans le sens où il n'y avait pas de stratégie, on aurait dit, c'était un peu on prend tout ce qui passe, on récupère un peu tout ce qui passe, et finalement un peu avec une logique, moi je qualifierais de assez proche de ce qui pouvait exister dans la navigation web, c'est-à-dire on va récupérer des identifiants dans le téléphone, alors qu'on est dans un contexte qui est quand même pas du tout le même. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir des applications mobiles qui allaient récupérer des numéros qui sont des numéros, par exemple, qui sont plutôt liés à l'abonnement téléphonique et aux relations avec l'opérateur, l'IMEI, l'IMSI ou des choses comme ça, qui sont quand même des identifiants qui n'ont pas été pensés pour faire du tracking d'analytics, de mesure d'audience ou de la publicité. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant de voir ça. Et en fait, du coup, un peu notre analyse, et je vais reprendre une phrase que j'ai trouvée très intéressante au-delà du mail pour les grands-parents, dans la table ronde d'avant, quelqu'un qui a dit que sur une mobile, on n'a pas des visiteurs, on a des utilisateurs. Et finalement, ce qu'on avait un peu l'impression, c'est que sur les applications mobiles, spontanément, peut-être, beaucoup d'éditeurs d'applications se comportaient un peu toujours avec la logique de on va traquer, suivre les visiteurs, et pas forcément réfléchissant beaucoup au fait que ce sont des utilisateurs et que il y a peut-être des stratégies qui sont difficilement acceptables si elles étaient beaucoup plus transparentes. Alors évidemment, elles ne le sont pas, c'est ce qui protège, elles ne sont pas très transparentes, mais ça avait quand même des conséquences, qui est qu'on est dans un environnement en plus où il y a quand même des gens qui décident des règles, et là je ne parle pas uniquement des autorités de régulation, mais je parle en particulier on en reparlera après, dans un instant. mais donc effectivement il y a des choses qui pouvaient être difficilement, qui pouvaient disparaître du jour au lendemain quasiment. Et puis l'autre élément, c'était effectivement sur la localisation. La localisation, on voit bien que c'est la plus utile, c'est celle qui permet beaucoup de personnalisation, de contextualisation, mais du coup avec un système qui permet pas vraiment aux utilisateurs de comprendre comment tout cela est utilisé. Au maximum, si vous avez de la chance, vous êtes capable de dire je veux bien que cette application accède à la localisation ou pas, mais vous n'avez pas par exemple d'informations sur l'intensité d'accès, et nous on a pu détecter des comportements d'application qui soient volontaires ou un peu par défaut de récupération de la localisation toutes les minutes. Et je ne parle pas d'applications d'itinéraire, mais d'applications assez traditionnelles et qui pouvaient collecter comme ça énormément d'informations. Et nous, ça nous pose quand même des questions, parce que tout simplement, on est aujourd'hui dans un monde où, je finirai là-dessus, pas être trop long, mais quand la loi informatique et liberté a été décidée, a été prise en 78, on avait une logique de données sensibles, données plus ou moins sensibles. Donc il y a des données sensibles dans la loi. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde des objets connectés, des smartphones, mais c'est encore pire avec des objets connectés comme des bracelets qui comptent le nombre de pas ou des choses comme ça, où la donnée en elle-même, elle est extrêmement anodine. Juste un point ou un élément de donnée, c'est très anodin. En revanche, qu'on peut déduire à partir de ces données qui paraissent très anodines peut ne pas l'être complètement. Et c'est vrai que du coup, ça implique une réflexion sur la gouvernance de la donnée, sur ce qu'on en fait, avec quelle responsabilité, dans quelle relation avec l'utilisateur, de confiance, de transparence, qui n'est pas la même. Et du coup, pour nous, on considère vraiment, et je finis là-dessus, que à l'intérieur de l'expérience d'utilisation, il doit y avoir aussi cette question de l'usage responsable des données. Ça fait partie pour nous de l'expérience utilisateur. On en reparlera dans un instant. Juste avant, parlons un petit peu business. Marjolaine, comment on fait du business avec de la data, et quel est le retour sur investissement de ce type d'investissement dans ces technologies ? Nous, notre modèle, en fait, Jam, c'est l'ami qui fait de la recommandation. Donc le modèle derrière, il est assez simple à imaginer, c'est de l'affiliation. De l'affiliation quand on va proposer un contenu. Donc nous, ce qu'on propose en fait aux entreprises, c'est de dire on va proposer vos services et vos produits au bon moment, à la bonne personne et de la bonne façon. Et quand cette personne, elle l'a demandé, donc elle est très réceptive et elle attend qu'on lui propose le contenu, mais aussi on travaille sur de l'anticipation. Donc par exemple, quand on a l'agenda d'un établissement, on sait quand est-ce que sont les vacances scolaires, quand est-ce que sont les partiels, les galas, etc. Et donc on peut imaginer plein de choses et lui dire je sais que tu dois partir à l'étranger dans 3 mois, est-ce que tu as trouvé ton stage
où est-ce que tu en es? Est-ce que tu veux que je t'aide? Tiens, je sais que c'est bientôt les vacances ou que la rentrée arrive, etc. Et donc lui proposer du contenu. Et donc derrière, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on en parlait à la précédente, à la keynote, c'était du coup par clic, du coup par lead. Et justement, l'idée de ne pas s'arrêter au coup par clic, ou non pas au coup par vue, mais d'aller plus loin et de dire, voilà, nous, on va vous proposer, comme vous êtes présenté à l'utilisateur, au consommateur, au bon moment, quand il l'a demandé et qu'on lui donne un contenu qu'il a lui-même demandé, avec des critères qu'il a exprimés dans un langage naturel, et qui fait confiance à raison à la personne en face qui va lui proposer, derrière, on peut aller loin dans le parcours client. Et aujourd'hui, les applications, invisibles ou pas, sont de plus en plus liées entre elles avec le deep linking. Et donc, nous, quand on va proposer un stage, un job, un appartement, un happy hour, un cadeau, etc. à quelqu'un, il va cliquer, il va être reconduit sur l'application qui va proposer le service ou même le site en responsive et va pouvoir faire son achat. Et tout ça, c'est traqué. Nous, quand on envoie un lien, parfois il y a des liens qui sont énormes, ils sont à chaque fois raccourcis en hig.am avec un slash et avec, un numéro. Des taux de clic, des taux de transformation. Voilà, c'est ça. Et donc, 3/4 de nos liens sont cliqués, ce qui est normal, parce que derrière, la personne, elle l'a demandé, on lui remet en langage naturel, avec la tonalité de Jam. Donc, tiens, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'aide? C'est plutôt sympa, non? Je vois que Benjamin est déjà là. Il nous reste combien de temps? Un petit quart d'heure? Un peu moins que ça. Un petit peu moins que ça, d'accord. Ok. Est-ce qu'on a démarré à 30, non? Oui, non, mais le temps passe vite. D'accord, le temps passe vite. Il faut que la journée aille. Très bien, on accélère. Alors Bruce, rapidement, si on parle de business, peut-être qu'on va parler un peu plus de publicité, du coup, comment les données, elles améliorent globalement les performances? On a vu avec Radium One l'explosion du programmatique, de la data dans tous les sens. Ça se traduit concrètement par une amélioration des taux de transformation et de l'efficacité de ces campagnes? Oui, alors, mais quand vous dites publicité, c'est utiliser la publicité ou en général? En général, en tout cas, il y a une partie publicitaire au sein du groupe Orange. Nous, en fait, on a fait une problématique de start small, c'est-à-dire on teste en mode laboratoire entre un échantillon exposé et un échantillon non exposé à la data. Donc, si je reprends les deux sujets que je vous ai mentionnés tout à l'heure, on a testé le ROI, et le ROI, il est de 3 pour 1. Donc, c'est pour 1 euro investi, j'en récupère 3. Et puis en termes d'augmentation de trafic dans nos boutiques, ça peut aller sur le sujet des SMS géolocalisés. On augmente nos trafics parfois même de 8 à 10% entre des gens qui ont été exposés à des SMS géolocalisés et des gens qui n'ont pas été exposés à du SMS géolocalisé. Donc des gens SMS mais pas géolocalisés. Donc voilà, quand on teste la chose de manière tout à fait scientifique, on voit clairement une augmentation de notre business. Alexandre, également pour les clients de Taptic, concrètement la data, c'est faire plus de business, c'est améliorer les taux de conversion, améliorer la rétention des consommateurs? Je pense effectivement que c'est devenu crucial. On parlait tout à l'heure d'acquisition, et c'est lancer l'application, ça ne s'arrête pas là en fait. C'est que le début de l'aventure, et il faut prévoir comment récupérer cette donnée, comment l'utiliser, et puis parfois on a des clients, notamment une chaîne de télévision française M6, qui se posent des questions très, très précises, et en termes de business, c'est comment augmenter de quelques minutes la vision des épisodes par utilisateur. Oui, c'est toujours l'algorithme de Netflix, par exemple. C'est un des exemples qui est effectivement plus longtemps les outils de recommandation pour pouvoir prolonger l'expérience. Mais on ne se rend pas compte que l'effet en termes de conversion de quelques minutes en plus, l'impact que ça a quand il y a 12 millions d'utilisateurs mensuels qui utilisent l'application. Donc des petites choses peuvent parfois avoir un grand effet si elles sont bien utilisées. Et je reviens de nouveau au terme de ce qu'on veut faire avec la data, parce que M6 pourrait utiliser la data pour faire plein de choses. Et ici, ils se sont fixé l'objectif de pouvoir augmenter le taux de rétention des vidéos. Et ils l'ont augmenté dans quelle proportion? C'est en cours d'élaboration, donc voilà. Déjà, ça représente beaucoup de temps. Geoffrey, on va peut-être aborder la troisième question, qui est la question de la gouvernance des data. Alors, il y a toujours une question un peu tarte à la crème, le Big Brother et la question de ce qu'autorise la loi. On est aussi dans un contexte un peu particulier avec la montée en puissance d'Apple et Google qui peuvent aussi prendre des décisions finalement presque plus importantes que celles d'un État sur ce qu'on fait avec la data. Comment est-ce qu'on navigue dans cet écosystème et puis bon, évidemment, il faut respecter ce que veut l'utilisateur. C'est quoi le juste équilibre?
Effectivement, nous, sur des sujets, on voit bien sur le mobile qu'il y a ces acteurs qui ont un rôle très important pour définir ce qui est accessible techniquement, ce qui contractuellement peut être utilisé par les éditeurs d'applications. Donc on a un acteur en plus finalement, et quand on essaye d'évaluer les responsabilités partagées entre les différents acteurs sur ce qui peut être fait et comment, il n'y a pas seulement l'éditeur de l'application, mais il y a aussi effectivement ces acteurs-là. Donc nous, on a des échanges directement avec eux. Alors évidemment, c'est des échanges qui sont pas toujours faciles, mais ils existent, et il ne faut pas non plus négliger le fait que, parce que je sais, on me dit souvent, mais oui, vous êtes très franco-français. Bon, c'est pas vrai dans nos activités. On est très européanisé. Le cadre légal et réglementaire est de plus en plus européen. On attend incessamment sous peu l'adoption du règlement européen sur la protection des données. Ça fait 4 ans qu'on dit on devrait l'avoir à la fin de l'année, mais là, normalement, on devrait vraiment l'avoir à la fin de l'année. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, mais il devrait être adopté. Et avec des travaux qui se font entre l'ensemble des CNIL européennes pour essayer d'avoir plus de poids. Et finalement, quand on parle au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, on arrive quand même à avoir un poids et un discours. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que les utilisateurs sont des adultes et responsables, et ça les intéresse un petit peu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les gens se lèvent le matin en se disant qu'ils veulent protéger leurs données, c'est pas ce qui se passe. Mais à contrario, l'espèce de discours autour du fait que les individus s'en fichent et que ça les intéresse pas, c'est pas vrai. Nous, on le constate pas. On le constate pas dans nos activités d'abord, et puis dans les études qu'on peut faire, on voit qu'il y a un appétit pour essayer de comprendre au minimum ce qui est fait. Pas forcément d'ailleurs dans une optique toujours négative, mais pour essayer de comprendre quelles sont les logiques. Voilà. Et quand, je donne juste un exemple, quand on a fait cet outil de visualisation en temps réel des trackers dans la navigation, CookieVis, qu'on a développé en interne, en logiciel libre, c'était la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça, on l'a mis en téléchargement sur le site, et honnêtement, on n'avait pas d'objectif en termes de nombre d'utilisateurs, parce que c'était vraiment tellement nouveau pour nous. On a eu plus de 100 000 téléchargements en un an de cet outil en France. Donc c'est une vraie attente. Ce qui veut dire il y a une vraie attente des individus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que nous, on dit souvent, voilà, on voit bien que parfois, malheureusement, tout cela est trop vu d'un point de vue uniquement juridique. Pourtant, on est une institution de juristes en majorité, mais il y a aussi des éléments techniques et des éléments de design, d'ergonomie et des éléments commerciaux. Il doit y avoir une vraie gouvernance de l'usage de la donnée et quand même une manière de faire passer des messages à l'utilisateur sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment. Très rapidement, Marjolaine, c'est quoi pour vous les freins à l'exploitation de ces données? L'utilisateur, les États ou Bruxelles, voire les stratégies d'Apple ou de Google en la matière? Qu'est-ce qui vous freine éventuellement le plus? Aujourd'hui, on sait que les données qu'on collecte, elles sont précieuses et elles sont assez délicates, notamment parce que c'est lié à du numéro de téléphone. On sait que la législation est assez différente en termes d'email que de numéro de téléphone, parce que c'est encore plus intime finalement de donner son téléphone que son mail, pardon. On peut pas contacter quelqu'un s'il ne nous a pas contacté d'abord. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'opt-in. C'est d'abord à l'étudiant, à l'utilisateur de nous envoyer un texto. On est en train, dans la prochaine version de notre page d'accueil, de tester que l'étudiant nous inscrive son numéro de téléphone et que Jam lui envoie un texto. Ça, c'est autorisé. Après, il y a aussi d'autres... ce qui nous intéresse, c'est pas tant ce qu'on fait des données, parce que on les garde en interne, c'est vraiment notre valeur, donc de toute façon, on ne les communique pas, on ne les divulgue pas. C'est vraiment notre cœur de métier d'avoir une donnée intéressante sur l'étudiant et de pouvoir lui pusher du bon contenu et bien répondre à ce qu'il nous demande. En revanche, quelque chose qui nous intéresse pas mal dans la législation cette année, apparemment, il y a une réflexion sur le droit à la neutralité, en fait, et quand on va quand on va recevoir un contenu, en tant qu'utilisateur, maintenant, on réfléchit à en fait, comment est-ce qu'on peut savoir s'il est sponsorisé ou pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui va être important pour nous, pour le SMS, parce que même si aujourd'hui, on monétise 0,5% de nos demandes, parce qu'on n'a pas besoin forcément de faire plus, et que l'efficacité qu'on a sur ces requêtes fait que on n'a pas besoin de monétiser plus, et tout ce qu'on veut, c'est rendre le service. On a imaginé, par exemple, pour l'instant, c'est vraiment à l'état de réflexion, mais si on propose, par exemple, 3 stages qu'on a trouvés sur Internet et un qui est fourni par un partenaire, on pourrait mettre entre parenthèses il faut clairement le un petit préciser. sigle euro.
pour dire voilà, quand tu as ce sigle euro. Et donc, si je comprends bien votre réponse, c'est plutôt la confiance que peut avoir l'utilisateur qui est vraiment le point en le fait, plus important, plus que ce que pourrait dire un État, plus que ce que pourrait dire Apple ou Google. Le droit, en fait, se voir recommander quelque chose parce que. D'accord, il ne faut pas trahir cette confiance. Et donc, on rappelle, on invite tout le monde à télécharger Hello Jam. Non, justement. Pas à télécharger, même pas besoin de télécharger. À se connecter, à envoyer un SMS, en plus je l'ai fait hier soir, à envoyer un SMS ou à utiliser via Messenger. Je suis désolé, je dois conclure assez rapidement. Bruce, également, sur la question des freins à l'exploitation des données, qu'est-ce que vous redoutez le plus, Bruxelles, Axel Lemaire, Apple, Google ou vos clients? D'abord, un enjeu au sein d'une grande entreprise comme Orange, c'est la gouvernance des données dans notre entreprise. Parce qu'on est une entreprise qui est issue du XXe siècle, avec l'organisation en silos, avec des silos de données. Ça s'appelait les PTT il n'y a pas très longtemps. Oula, mais il y a très longtemps quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas propre à Orange. C'est des grandes entreprises qui ont construit leur système d'information en silos sur des data marts. On a besoin d'une gouvernance de la donnée, d'une normalisation de la donnée et d'un point de contact unique qui va adresser les sujets de sécurité, les sujets juridiques, faire du juridique by design. Ça, c'est super important, d'autant plus en France. Donc c'est d'abord un sujet managérial interne, un sujet technique interne. Mais pour la question, qu'est-ce que vous redoutez le plus pour les freins à l'exploitation de ces données? Les freins, c'est qu'en interne, on n'arrive pas à s'organiser et on n'arrive pas à avoir la lisibilité d'une donnée client pour pouvoir répondre à des problématiques de sécurité, à des problématiques de juridiques et de données privées. Ça, c'est très important. Je pense que c'est l'enjeu majeur pour les grandes entreprises parce que quand on a la CNIL en face ou qu'on a le client en face, on a besoin de lui retransmettre ces données, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une portabilité de la donnée et qu'il puisse avoir aussi une compréhension de la donnée sur l'ensemble des données que nous avons sur le client. Très bien. Et donc, on invite aussi tout le monde à s'abonner chez Orange pour Noël, qui est l'opérateur de référence en France. Absolument, bien sûr. Avec plein de packs cadeaux formidables. Chez Taptic aussi, et chez vos clients, ça serait quoi les principaux freins en un mot, rapidement? C'est plutôt obstacle, c'est être prêt à affronter et à investir pour le traitement de la donnée et l'utiliser à des fins finalement pour améliorer l'expérience. Et je vais juste donner un petit exemple parce qu'on parlait de transparence et de pouvoir savoir ce qu'on fait des données. La dernière version d'iOS sur les nouveaux iPhones, après 2 semaines, 3 semaines, il vous traque. Et puis à 18h, quand vous partez du bureau et que vous rentrez chez vous en voiture, il vous dit que la circulation vers chez vous est fluide. Et donc, c'est très bien parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on ne va pas mettre trop de temps pour rentrer. Et puis avec un tout petit peu de recul, on se pose la question de tiens, en fait, d'où ça vient? J'ai probablement accepté la localisation à un certain moment pour quelque chose qui m'intéressait, et puis tout d'un coup, je reçois une notification. Donc, une fois de plus, c'est la question de la confiance et du contrat. Confiance et transparence surtout, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on demande d'accepter les notifications push, la géolocalisation. Il faut vraiment expliquer pourquoi, parce que là, à ce moment-là, l'utilisateur Très bien. n'a pas peur. En tout cas, vous accompagnerez les marques dans le développement de leurs smart apps avec ce vrai focus sur la data. Je ferai un mot de conclusion également. Ça serait ça, le mot de conclusion, finalement, au-delà même de la peur qu'on pourrait avoir de la CNIL ou des autorités. Le vrai sujet, c'est la confiance de l'utilisateur. On ne fait pas très peur quand même. On peut faire peur un peu. Inquiétant avec vos... non, je pense que le danger, l'élément le plus important, c'est... Moi, je pense qu'il y a un vrai risque de course à l'armement des deux côtés. Alors, je ne vais pas être la première personne à parler des adblockers aujourd'hui, mais quand même, on voit que ce qui s'est passé est quand même significatif d'une situation où on laisse les choses se dégrader et c'est difficile à rattraper après pour tout le monde. Et nous, on n'est pas dans une logique où on veut recommander aux utilisateurs de se surarmer pour se protéger contre les intrusions. N'attendons pas l'arrivée des data blockers, soyons proactifs et écoutons l'utilisateur final. Ne rentrons pas tous dans la voie de la course à l'armement où on bloquerait des bloqueurs de bloqueurs de bloqueurs, parce que tout le monde y perdra à la fin. Et effectivement, essayer de trouver une manière de faire quelque chose de manière un peu plus positive. Merci pour ce message de paix qui va tous nous rassurer. En tout cas, merci à tous. Et vous ne pouvez pas vous abonner à la CNIL, mais vous pouvez télécharger nos cahiers innovation et prospective. C'est bien Mobilityx, aussi. C'est ça. Merci en tout cas à tous les quatre pour ce témoignage. Benjamin, merci. On enchaîne. Merci à tous les quatre.